Dans cette vidéo, vous allez suivre la correction des examens proposés aux sessions 2020. Toujours concernant la consommation de la matière organique et flux de l'énergie. Donc on va corriger ces 4 exercices proposés en 2020. Alors on commence par l'examen proposé à la session normale 2020 pour les SVT. Bien sûr, j'espère toujours que vous avez déjà fait cet exercice chez vous pour entamer la correction. Alors, pour comprendre le rôle du muscle squelettique dans la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique au cours de la contraction musculaire. Donc c'est ça le problème qu'on veut chercher. On propose les données expérimentales suivantes. Donnée 1, expérience 1, pour identifier certaines conditions nécessaires à la contraction musculaire, des myofibrilles sont extraites à partir des cellules musculaires et réparties en 3 milieux. Le document 1 présente l'état initial de ces myofibrilles et le résultat obtenu après l'ajout de différentes substances dans chaque milieu. On vous donne ici une information concernant le sel-ergon et les substances EGTA. Le sel-ergon, une substance qui bloque l'hydrolyse de l'ATP, et l'EGTA, un chélateur qui fixe les ions calcium et inhibe leur action. En se basant sur le document 1, dégagez les conditions nécessaires à la contraction musculaire et justifiez votre réponse. Donc d'après le tableau, qu'est-ce qu'on constate? Le muscle, les myofibrilles relâchées, alors que lorsqu'on ajoute le calcium et l'ATP, il y a contraction. Par contre, si on ajoute le calcium, l'ATP, le sel-ergon, il n'y a pas de contraction. Le calcium, l'ATP et la substance EGTA, il n'y a pas de contraction. Donc ça permet de dire que les conditions pour qu'il y ait contraction sont la présence uniquement du calcium et de l'ATP. Pas de sel-ergon, pas de EGTA. Donc d'après le tableau, on peut déterminer, c'est-à-dire dégager, les conditions nécessaires à la contraction musculaire. Présence des ions calcium et hydrolyse de l'ATP. Pour la justification, on peut dire que on constate que dans le milieu 1, en présence des ions calcium, la contraction musculaire a lieu. Par contre, dans le milieu numéro 2, en présence de sel-ergon, la contraction n'a pas eu lieu. Dans le milieu 3, la présence de la substance EGTA entraîne l'inhibition de l'action des ions calcium, d'après les données qu'on a ici, entraîne la non-contraction des myofibrilles. Expérience numéro 2, on cultive des fibres musculaires dans un milieu contenant des ions calcium radioactifs. Donc on prend des substances radioactives pour suivre leur déplacement. On observe par autoradiographie que la radioactivité est localisée dans le réticulum sarcoplasmique quand les fibres musculaires sont relâchées et dans le sarcoplasme quand les fibres musculaires sont contractées. On vous demande, en se basant sur les données de l'expérience numéro 2, relier la localisation cellulaire des ions calcium à l'état de la fibre musculaire. Lorsque je parle de l'état de la fibre musculaire, elle est soit relâchée, soit contractée. On nous demande de faire la liaison entre la localisation des ions calcium et l'état de la fibre. C'est-à-dire quand la fibre est relâchée, où se trouvent les ions calcium, et lorsqu'elle est contractée, où se trouvent les ions calcium. Donc la réponse se trouve ici. Vous n'avez qu'à lire ou à bien lire le texte qu'on vous donne ici et vous trouverez bien sûr la réponse. C'est-à-dire lorsqu'il y a relâchement, les ions calcium se trouvent dans le réticulum endoplasmique, c'est-à-dire sarcoplasmique, et lorsqu'il y a contraction, ils se trouvent dans le sarcoplasme. Les résultats de l'expérience 2 montrent que quand le muscle est relâché, les ions calcium se localisent dans le réticulum endoplasmique, et lorsque le muscle est contracté, il se trouve dans le sarcoplasme. Vous voyez, la réponse, elle est ici. Donc vous n'avez qu'à bien lire le texte pour chercher une réponse aux questions qu'on vous pose. Donnée numéro 2. Au cours de la contraction d'une fibre musculaire, il s'établit des interactions entre les myofilaments d'actine et de myosine au cours desquelles l'ATP est consommé. Le document numéro 2 présente l'évolution de la tension d'une fibre musculaire dans différentes conditions expérimentales, alors que le document 3 présente les interactions entre la myosine et l'actine à l'origine de la contraction musculaire. Donc d'après le document numéro 2,
on vous demande, en se basant sur le document 2 et 3, expliquer l'évolution de la tension de la fibre musculaire observée dans le document numéro 2, au cours de la phase de contraction, phase A, et au cours de la phase de relâchement, phase C. Donc on a ici phase A, la phase de contraction, et ici la phase C, la phase de relâchement. On nous demande bien sûr d'expliquer l'évolution de la tension de la fibre dans le document numéro 2 au cours de la phase de contraction et de relâchement. Donc d'après le document numéro 2, qu'est-ce qu'on peut constater? Au cours de la phase de contraction, on a la présence du calcium et de l'ATP, ce qui permet bien sûr la contraction. Après la contraction, la tension reste stable. À ce moment-là, les ions calcium, bien sûr, vont repasser dans le réticulum endoplasmique, ce qui va entraîner le relâchement, c'est-à-dire la baisse de la tension, donc relâchement de la fibre musculaire. Alors qu'à partir du document 3, après l'excitation, il y a libération des ions calcium. La présence des ions calcium permet bien sûr la libération du site de fixation entre la myosine et l'actine, ce qui permet de donner ce qu'on appelle le complexe actomyosine. Ce dernier hydrolyse l'ATP et l'énergie fournie par cette hydrolyse permet la rotation de la tête de myosine, ce qui permet le rapprochement des myofilaments actine et myosine vers le centre du sarcomère, ce qui entraîne bien sûr la contraction. Donc, comme explication, au cours de la phase de contraction, phase A, il y a fixation des ions calcium libérés, bien sûr après excitation, sur la troponine et translation de la tropomyosine, ce qui entraîne la libération des sites de fixation des têtes de myosine au niveau de l'actine et formation du complexe actomyosine. Ce dernier entraîne l'hydrolyse de l'ATP et libération de l'ADP plus PI. Ceci induit le pivotement des têtes de myosine et glissement des myofilaments, ce qui entraîne la contraction de la fibre musculaire. Après, il y a fixation de l'ATP, donc dissociation du complexe actomyosine, hydrolyse de l'ATP de façon très lente, ce qui entraîne le redressement des têtes de myosine pour reprendre le cycle de contraction. Alors qu'au cours de la phase de relâchement, c'est-à-dire la phase C, en absence des ions calcium, le complexe actomyosine ne se forme pas, ce qui entraîne le relâchement de la fibre musculaire malgré la présence de l'ATP. Donnée numéro 3, la rigidité cadavérique se caractérise par le raidissement, c'est-à-dire il devient raide, les muscles deviennent raides, solides. Le raidissement des muscles striés squelettiques. Il intervient immédiatement suite à une mort violente, noyade par exemple, et disparaît lorsque commence la putréfaction, c'est-à-dire la décomposition du cadavre. Après la mort, l'ATP n'est plus produit par la cellule et les réserves en cette molécule s'épuisent rapidement. Donc cette notion-là, elle est très importante. Après la mort, l'ATP n'est plus produit par la cellule et les réserves en cette molécule s'épuisent rapidement. On vous demande, en exploitant les données du document 2, phase B, et on sait dans le document 3, proposer une explication du phénomène de la rigidité cadavérique. Alors si on remarque la phase B, qu'est-ce qu'on constate? Il y a tension, ça veut dire qu'il y a toujours fixation ou il y a toujours le complexe actomyosine, parce qu'il y a absence de l'ATP. Et si il y a absence d'ATP, il n'y a pas de relâchement et le muscle reste toujours sous tension. Donc, ce qui explique cette rigidité cadavérique, c'est-à-dire après la mort. Donc, après la mort, nos cellules ne produisent plus de l'ATP. En absence de l'ATP, le muscle reste contracté, ce qui va donner cette rigidité cadavérique. Donc, la rigidité cadavérique est due à l'épuisement et non-renouvellement de l'ATP après la mort de l'individu. Donc l'absence de l'ATP entraîne la non-dissociation du complexe actomyosine, ce qui entraîne l'arrêt du cycle de contraction musculaire en phase de contraction. Donc les fibres musculaires maintiennent une tension maximale, c'est-à-dire elles restent contractées, ce qui est à l'origine de la rigidité cadavérique. Maintenant on va voir la correction concernant l'examen proposé à la session normale 2020 pour les PC, les sciences physiques. Donc vous avez ici le texte. Si vous n'avez pas répondu aux questions chez vous,
Vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo et essayer de répondre ou trouver des réponses plus ou moins courtes pour les comparer à la collection qu'on va entamer. Pour les personnes atteintes d'une maladie pulmonaire appelée BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, souffrent d'un dysfonctionnement grave de certaines fonctions physiologiques du corps, telles la détérioration de la fonction musculaire est considérée comme l'un des symptômes courants de cette maladie. Donc cette information-là, elle est très importante, c'est-à-dire que cette maladie va entraîner la détérioration de la fonction musculaire. Pour connaître les manifestations et les causes de la détérioration de la fonction du muscle squelettique strié chez les patients BPCO, c'est-à-dire atteints ou malades, on présente les données suivantes. Le document 1 présente une observation microscopique des myofibrilles du quadriceps chez une personne atteinte de BPCO, figure A, et une personne saine, figure B, et les résultats de mesure de certaines caractéristiques musculaires chez les personnes atteintes de BPCO et les personnes saines, figure C. On vous demande de répondre à la question en vous basant sur le document 1. Relever, c'est-à-dire tirer ou dégager. Relever les manifestations de la détérioration observée au niveau du muscle ou des muscles squelettiques qui caractérisent les personnes atteintes de BPCO. Alors, en comparant ces deux figures de la structure musculaire chez une personne malade et une personne atteinte, qu'est-ce qu'on constate? Que la personne atteinte, c'est-à-dire que les muscles subissent des blessures graves. Par contre, ici, on voit que la structure, elle est saine, il n'y a pas de blessure. Concernant le tableau, on a ici une personne qui est atteinte et une personne qui n'est pas atteinte, qui est saine. On va comparer la tension de la secousse musculaire en newton et la moyenne de la surface de section des muscles de la cuisse en centimètres carrés. Qu'est-ce qu'on constate? Que la tension chez la personne atteinte, elle est faible par rapport à la normale, ainsi que la surface de la section des muscles, elle est faible par rapport à la normale. Donc c'est ça ce qu'on peut dire. Donc il y a ici atteinte de blessure, et là diminution de la tension et diminution de la surface des sections des muscles. Donc les manifestations de la détérioration au niveau des muscles squelettiques qui caractérisent les malades de BPCO sont l'apparition des blessures au sein des sarcomères, faible tension de la secousse musculaire et petite surface de la section transversale du muscle. Deuxième donnée, afin de déterminer les causes de la faible activité musculaire chez les patients atteints de BPCO, on propose le document 2 qui présente les résultats d'une étude de la distribution des types de fibres musculaires chez une personne atteinte de BPCO et chez une personne saine, figure A, et certaines propriétés des fibres musculaires, figure B. On vous demande de, en exploitant le document numéro 2, comparer la distribution de types de fibres musculaires entre la personne atteinte de BPCO et la personne saine et déduisez en justifiant votre réponse la voie métabolique dominante adoptée par la production de l'énergie au niveau des muscles de la personne atteinte de BPCO. Donc, d'après la figure A, qu'est-ce qu'on peut constater? Que les deux personnes saines ou malades présentent les deux types de fibres, mais à des pourcentages différents. Chez le type sain, le pourcentage des fibres de type 2 sont moins que le type 1. Par contre, chez les personnes atteintes, les types 2 ont un pourcentage plus élevé que ceux des types 1. Alors que d'après le tableau, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc on a ici le type 1, le type 2. Donc les types 1 sont de petite taille, ils ont une grande résistance à la fatigue, un grand nombre de mitochondries, une activité enzymatique oxydative importante, activité des enzymes glycolytiques faible, ainsi que l'activité de l'enzyme LDH. Par contre, les types ou les fibres de type 2, elles sont plus ou moins grosses, elles n'ont pas une grande résistance à la fatigue, il y a peu de mitochondries, donc l'activité oxydative elle est minime, mais une grande activité des enzymes glycolytiques et une grande activité de l'enzyme LDH. Donc ceci met en cause que
la voie métabolique dominante qui est adoptée par ces fibres, là on peut dire que c'est la fermentation, et là on peut dire que c'est la respiration. Et parce que les personnes atteintes ont le type 2 en grand pourcentage, donc on peut dire que la voie métabolique qui est adoptée, c'est la voie de la fermentation lactique. Donc par comparaison de la distribution des fibres musculaires chez les personnes atteintes de BPCO et les personnes saines, on constate que depuis la figure A, les muscles des deux personnes, le malade et le sain, contiennent les fibres musculaires des deux types, les fibres 1 et les fibres 2, mais de pourcentages différents. Le pourcentage des fibres de type 2 est élevé chez les personnes atteintes par rapport aux personnes saines, alors que le pourcentage des fibres de type 1 est faible chez les personnes atteintes par rapport aux personnes saines. Donc la voie métabolique qu'on peut bien sûr donner, ou la voie métabolique dominante qui est adoptée par les personnes atteintes par la BPCO, c'est la fermentation lactique. Comme justification, on peut donner que les muscles squelettiques des personnes atteintes de BPCO possèdent un pourcentage élevé de fibres de type 2 qui sont caractérisées par un nombre réduit de mitochondries, une faible activité des enzymes oxydatives et une forte activité des enzymes glycolytiques et ainsi une grande activité de l'enzyme LDH qui interviennent dans les réactions de la fermentation lactique. Donc la réponse, vous la trouverez toujours dans les documents qu'on vous donne. Vous devez être capable d'analyser et de faire sortir les réponses de ces documents. Troisièmement, en vous basant sur ce qui précède et vos connaissances, expliquez la faible activité musculaire chez la personne atteinte de BPCO, puisque la personne BPCO a les fibres de type numéro 2 en pourcentage élevé, et leur énergie provient de la voie métabolique, la fermentation lactique. Cette dernière, bien sûr, fournit peu d'énergie. Donc ceci permet de dire ou d'expliquer la faible activité musculaire chez ces personnes atteintes de cette maladie. Donc, comme explication de la faible activité musculaire chez les personnes atteintes de BPCO, en plus des blessures au niveau des sarcomères, les muscles squelettiques des personnes atteintes de BPCO possèdent un pourcentage élevé des fibres de type 2 caractérisé par une faible résistance à la fatigue et qui utilisent principalement la voie de la fermentation lactique ayant un rendement énergétique faible, d'où le pourcentage ou la production d'une faible quantité d'ATP, ce qui explique la faible activité musculaire chez les personnes atteintes de BPCO. Troisième donnée, la LDH, la créatine kinase et la citrate synthase sont des enzymes qui jouent un rôle clé dans la production de l'énergie au niveau des muscles. Le document 3 présente les résultats de mesure de la concentration de ces enzymes chez une personne saine et une personne atteinte de BPCO, figure A, ainsi que le rôle de la créatine kinase et de la citrate synthase dans la production de l'ATP, la figure numéro 2. On vous demande quatrièmement, en exploitant le document 3, les figures A et B, expliquez la dominance de la voie métabolique déterminée dans votre réponse à la question numéro 2, c'est-à-dire la fermentation lactique, chez les personnes atteintes de BPCO. Donc, remarquez ici, la concentration de la citrate synthase elle est faible chez les personnes atteintes de la BPCO et grande chez les personnes saines. De même pour la concentration de la créatine kinase, mais la concentration de la LDH elle est plus grande chez les malades que chez les sains. Donc ça, c'est qu'on peut tirer d'après le premier tableau. D'après ce schéma-là, qu'est-ce qu'on constate? On donne ici la translocase, l'ATP synthase et la créatine kinase. Voilà donc la créatine kinase qui se trouve ici. On a ici le CS plutôt, citrate synthase, CR c'est la créatine, PCR c'est la phosphocréatine et CK c'est le cycle de Krebs. Donc ça c'est le cycle de Krebs et là c'est la citrate synthase. Donc la citrate synthase agit au niveau du cycle de Krebs, alors que c'est la créatine kinase donc agit au niveau de la fibre musculaire, c'est-à-dire elle permet la synthèse ou la dégradation de la phosphocréatine en créatine et aussi la fabrication ou la production de la phosphocréatine à partir de la créatine. Donc elle intervient dans le cycle de la phosphocréatine.
Donc les personnes qui sont atteintes sont caractérisées par la présence des enzymes LDH et non pas les enzymes citrate synthase et créatine kinase. Donc en absence de ces enzymes, il n'y a pas de cycle de Krebs. Il n'y a pas de cycle de Krebs, il n'y a pas donc de production d'énergie ou des grandes quantités d'énergie. Ce qui reste, c'est seulement bien sûr la fermentation lactique qui se produit au niveau du cytoplasme. Donc, par rapport à la personne saine, les muscles de la personne atteinte de la BBCO possèdent une faible concentration du citrate synthase qui catalyse les réactions d'oxydation respiratoire, c'est-à-dire le cycle de Krebs, faible régénération de l'ATP par la respiration. Donc, en absence de l'enzyme nécessaire au cycle de Krebs, donc il n'y a pas de production de grandes quantités d'énergie sous forme d'ATP. Une faible concentration de la créatine kinase. Donc la créatine kinase, elle est très faible, qui intervient dans la production de l'énergie à partir de la phosphocréatine. Faible régénération de l'ATP par la voie de dégradation de la phosphocréatine. Mais une forte concentration de l'enzyme LDH, qui intervient dans la production de l'acide lactique. Régénération importante de l'ATP par la fermentation lactique. Donc la présence d'une forte concentration de LDH et d'une faible concentration du citrate synthase et la créatine kinase dans les muscles des personnes atteintes de BPCO favorise donc leur adoption de la fermentation lactique pour régénérer l'ATP. Et puisque l'ATP est produit en faible quantité, donc bien sûr ça permet de dire qu'il y a une faible activité musculaire chez ces malades. Dernière donnée, pour améliorer la fonction des muscles squelettiques striés, les personnes atteintes de BPCO subissent des entraînements spéciaux. Le document 4 montre les mesures de certains caractères du muscle quadriceps chez des patients atteints de BPCO, avant et après un entraînement durant 4 semaines. Là, vous avez le document numéro 4. Cinquième question. En exploitant le document 4 et ce qui précède, montrer la relation entre la pratique d'entraînement et l'amélioration de la fonction des muscles squelettiques chez les patients BPCO. Donc, le tableau qu'on a ici, qu'est-ce que nous donne comme information? On a ici avant l'entraînement et ici après l'entraînement. Concernant la tension de la secousse musculaire, elle augmente. L'activité de la créatine kinase, elle augmente. L'activité de la citrate synthase, elle augmente. Production de l'acide lactique, elle diminue. Consommation d'oxygène, elle augmente. Donc on peut dire que, après l'entraînement, on peut dire que il y a augmentation de la tension de la secousse musculaire, une augmentation d'activité de la créatine kinase, donc ce qui favorise la synthèse ou la production d'ATP à partir de la créatine, de la phosphocréatine, une augmentation de l'activité de citrate synthase, donc ce qui augmente l'activité du cycle de Krebs, donc produit plus d'ATP. Production de l'acide lactique, elle diminue donc, il va diminuer l'action de la fermentation lactique et aussi augmentation de la consommation d'oxygène, ce qui permet bien sûr la respiration et l'activité du cycle de Krebs. Il montre que l'entraînement, ça serait bien un remède ou peut améliorer la fonction des muscles squelettiques chez les malades. La pratique d'entraînement provoque chez les personnes atteintes de la BPCO une élévation de la tension de la secousse musculaire, ce qui entraîne une amélioration de la performance des muscles squelettiques. Une augmentation de l'activité de la créatine kinase. Ceci, bien sûr, entraîne une amélioration de la capacité du muscle à régénérer l'ATP à partir de la phosphocréatine. Une augmentation de l'activité du citrate synthase et de la consommation de dioxygène, ce qui améliore la capacité du muscle à régénérer l'ATP par respiration, c'est-à-dire active le cycle de Krebs. Et une diminution de la production de l'acide lactique, donc diminution de la capacité du muscle à régénérer l'ATP par la fermentation lactique. Donc, la pratique de l'entraînement par les personnes atteintes de cette maladie, la BPCO, favorise la génération ou la régénération de l'ATP au niveau de leurs muscles par la voie de respiration et la phosphorylation de l'ADP à partir de la dégradation de la phosphocréatine au profit de la fermentation lactique. Production importante de l'ATP, donc augmentation de la tension de la secousse musculaire et enfin amélioration de la performance des muscles. Donc là, on termine l'examen proposé pour les PC en 2020, la section ou la session normale. Maintenant, on va voir l'examen proposé à la session
de rattrapage 2020 pour les SVT. Oui, j'espère bien que vous avez réalisé ou fait cet exercice. Sinon, arrêtez la vidéo et essayez de répondre aux questions. La contraction musculaire nécessite un renouvellement permanent des molécules d'ATP. C'est normal. Pour qu'il y ait contraction, il faut bien sûr qu'il y ait une régénération d'ATP. Certaines personnes souffrent dès la petite enfance d'une maladie nommée glycogénose de type 0, GSD-O ou 0, dont l'intolérance à l'effort musculaire est l'un des symptômes. Afin d'expliquer l'origine métabolique de cette intolérance, on propose l'exploitation des données suivantes. La donnée 1. La figure 1 du document 1 présente deux schémas simplifiés de coupe transversale au niveau de deux échantillons de muscles squelettiques d'un enfant souffrant de la maladie et d'un autre qui est sain de même âge. La figure 2 présente les étapes de la synthèse de glycogène à partir de molécules de glucose qui sont mises en réserve dans la cellule musculaire pour subvenir à ses besoins énergétiques. En se basant sur le document 1, dégagez la différence observée entre le muscle de l'enfant atteint et celui de l'enfant sain, puis expliquer cette différence. Donc comparez les deux schémas, et pour expliquer, on doit bien sûr utiliser cette information ou ces données-là. Comme comparaison, qu'est-ce qu'on peut constater? Que chez l'enfant atteint, le glycogène ou la concentration de glycogène musculaire, elle est faible. Par contre, chez l'enfant sain, elle est très grande. Donc le muscle il est riche en glycogène musculaire chez l'enfant sain et pauvre chez le muscle de l'enfant atteint. En faisant ici une remarque, les enfants atteints de la GSD0 présentent un déficit dans le fonctionnement de l'enzyme glycogène synthase ou synthétase. Alors, d'après la figure numéro 2, on a ici la phosphorylase et la glycogène synthase sont des enzymes présentes dans les cellules musculaires. Donc les enfants sains ont ces enzymes. La phosphorylase et la glycogène synthase sont présentes chez l'enfant qui est sain. Et ce qui permet bien sûr le passage ou la polymérisation du glucose pour donner le glucose à un phosphate. Et la glycogène synthétase permet de donner ce qu'on appelle le glycogène. Or, on sait que le glycogène est une molécule complexe formée de plusieurs molécules de glucose. Donc, si on a ici une concentration qui est grande en glycogène, c'est que cet enfant sain possède les deux enzymes qu'on a ici, la phosphorylase et la glycogène synthase. Par contre, elles sont absentes chez l'enfant atteint. Donc, les différences observées en comparant le muscle de l'enfant sain avec celui du malade, figure A, document 1, on observe que la quantité de glycogène dans les cellules musculaires de l'enfant atteint est faible par rapport à celui ou à celle chez l'enfant sain. Comment peut-on expliquer ça? Les enfants atteints de la maladie présentent un déficit dans le fonctionnement de l'enzyme glycogène synthétase. Déficit de la synthèse du glycogène dans la cellule musculaire, donc faible quantité de glycogène stocké dans leurs cellules musculaires. Dans le numéro 2, le document 2 présente les résultats de la mesure de la teneur en glycogène du muscle de la cuisse chez une personne normale, en fonction de l'intensité de l'effort musculaire. Donc, le document 2 présente une courbe ou un graphe qui présente la teneur du glycogène musculaire en fonction du temps. Alors, lorsqu'on fournit un effort ou un exercice peu intense, un exercice modéré ou un exercice intense, on vous demande, en se basant sur les données du document 2, d'écrire l'évolution de la teneur en glycogène du muscle en fonction de l'intensité de l'effort musculaire, puis déduire la relation entre l'intensité de l'effort musculaire et la consommation du glycogène. Donc, d'après le tableau, qu'est-ce qu'on constate? Que la teneur du glycogène musculaire, elle diminue en fonction de temps lorsqu'on exerce un exercice. Mais seulement cette teneur, bien sûr, varie. Elle est très grande pour les exercices intenses et faible pour les exercices peu intenses et moyen, bien sûr, pour les exercices modérés. On peut déduire que, c'est-à-dire lorsqu'on fournit un exercice intense, on consomme plus de glycogène. Et lorsqu'on fournit un exercice peu intense, on consomme peu
de glycogène, qui est bien sûr la source de glucose, qui est bien sûr la source de l'énergie nécessaire pour l'activité cellulaire. Description du document 2. Dans le cas de l'exercice peu intense, la teneur du glycogène diminue progressivement de 100 à 70 au bout de 2 heures de l'effort musculaire. Donc vous avez ici des données numériques que vous pouvez bien sûr utiliser. Dans le cas de l'exercice modéré, la teneur du glycogène diminue rapidement de 100 à 40 au bout de 2 heures bien sûr de l'effort musculaire. Alors que pour le troisième cas, dans le cas de l'exercice intense, la teneur du glycogène diminue d'une façon très rapide de 100 à au moins 10% au bout seulement de 90 minutes de l'effort musculaire. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Que la consommation de glycogène dans les cellules musculaires augmente avec l'augmentation de l'effort musculaire. Simple phrase à donner. Troisième donnée. Le document 3 représente les voies métaboliques de la synthèse et de l'utilisation d'ATP au niveau de la cellule musculaire bien sûr. Vous avez ici le sarcomère, là la mitochondrie, et on est bien sûr dans une cellule ou fibre musculaire. En vous aidant des documents 2 et 3, expliquez la relation entre la consommation du glycogène et l'intensité de l'effort musculaire. Alors remarquez ici, le glycogène va se dégrader pour donner le glucose 1-phosphate puis le glucose 6-phosphate. Ce dernier, bien sûr, subir la glycolyse pour donner l'acide pyruvique qui va, en absence d'oxygène, donner l'acide lactique dans le cytoplasme, c'est-à-dire le sarcoplasme, ou passer dans la mitochondrie pour subir la dégradation totale, cycle de Krebs et chaîne respiratoire, pour donner l'ATP nécessaire à l'activité de ce sarcomère, c'est-à-dire la contraction de ce sarcomère, en utilisant bien sûr l'ATP synthétisé. Donc vous voyez bien sûr que l'énergie nécessaire pour la contraction musculaire provient du glycogène qu'on a ici. Donc il y a une relation entre les deux. Donc quand il y a augmentation de l'effort musculaire, augmentation de la consommation d'ATP lors de la contraction musculaire, activation des voies métaboliques de synthèse d'ATP dans les cellules musculaires, c'est-à-dire la glycolyse, le cycle de Krebs, les réactions de la chaîne respiratoire et la fermentation lactique, augmentation de la consommation du glucose nécessaire à la synthèse d'ATP, et ceci bien sûr entraîne l'augmentation de la consommation du glycogène, ce qui montre bien sûr qu'il y a une relation entre l'effort musculaire et la consommation du glycogène. Quatrièmement, en vous appuyant sur les données précédentes, expliquez l'origine métabolique de la maladie GSD0. Donc GSD0. Alors, on peut expliquer l'origine métabolique de la maladie GS0 par la faible consommation du glycogène. C'est-à-dire, le glycogène n'est pas synthétisé chez ces personnes qui sont malades. Donc, la faible concentration du glycogène va entraîner une faible concentration en glucose, donc faible activité des voies métaboliques, donc peu d'énergie, donc faible activité de ces personnes. Donc quand il y a augmentation de l'effort musculaire, on a vu qu'il y a augmentation de l'effort musculaire, on a vu qu'il y a consommation accrue du glycogène stocké dans les muscles et libération de plus de glucose, ce qui entraîne une synthèse de grandes quantités d'ATP indispensable à la contraction musculaire. Par contre, les personnes souffrant de la maladie GSD0 présentent un déficit dans le fonctionnement de la glycogène synthétase. Donc l'absence de cette enzyme entraîne une faible quantité de glycogène qui est stocké dans les cellules musculaires, ce qui entraîne bien sûr une intolérance à l'effort musculaire. Donc en absence ou en présence d'une faible quantité de glycogène, il y a faible quantité de glucose, donc faible quantité d'ATP, donc intolérance à l'effort musculaire. Et ici on passe au dernier examen proposé à la session de rattrapage 2020 pour les PC. Lors de la contraction musculaire, l'énergie chimique ATP est convertie en énergie mécanique au niveau du muscle squelettique strié, ce qui nécessite un renouvellement continu d'ATP.
Donc lorsqu'il y a contraction musculaire, pour que ça continue, il faut bien sûr qu'il y ait renouvellement de l'ATP. Pour mettre en évidence les conditions de la synthèse de l'ATP et les voies de son renouvellement au niveau des cellules musculaires, on suggère les résultats des expériences suivantes. La première expérience a été réalisée sur une suspension de mitochondries dans un milieu saturé en dioxygène ayant un pH de 7,5. Le document 1 présente les conditions et les résultats de cette expérience. Vous avez ici une remarque, le cyanure est une substance qui inhibe l'action d'enzymes mitochondriales spécifiques, c'est-à-dire que le cyanure comme substance inhibe l'activité des enzymes mitochondriales spécifiques. En exploitant le document 1, déduisez les conditions de synthèse d'ATP au niveau des mitochondries. Donc si on voit ici la première figure, on a ici la concentration de dioxygène en fonction du temps, c'est-à-dire variation de cette concentration en fonction du temps, et là la variation de la concentration d'ATP en fonction du temps. Donc nous on va superposer ces deux graphes l'un sur l'autre pour pouvoir expliquer ce qui se passe. Donc avant l'ajout du glucose, on a une constance concernant la concentration en dioxygène et concernant l'ATP. Par contre, lorsqu'on ajoute le glucose seulement, on a toujours constance, d'accord? Mais lorsqu'on ajoute le pyruvate, on voit bien qu'il y a une diminution de la concentration d'oxygène. Ça veut dire qu'il y a consommation d'oxygène et il y a bien sûr production d'une faible quantité d'ATP. Mais lorsqu'on ajoute en plus l'ADP plus PI, il y a une forte consommation de l'oxygène et une forte fabrication ou synthèse d'ATP. Alors que lorsqu'on ajoute le cyanure, ça devient constante. Ça veut dire que le cyanure inhibe l'activité au niveau des mitochondries, donc inhibe la formation de l'ATP. Donc les conditions de synthèse d'ATP sont la présence du pyruvate et la présence de l'ADP plus PI. Bien sûr que le pyruvate provient des glucoses. Donc, on décrit d'abord les données de ce document. L'ajout du pyruvate entraîne une légère augmentation de la production d'ATP et une faible consommation de dioxygène. L'ajout de l'ADP plus PI en présence du pyruvate entraîne une production importante d'ATP et une consommation importante de dioxygène, alors que l'ajout du cyanure inhibe, qui est inhibiteur de l'action d'enzymes mitochondriales spécifiques, entraîne l'arrêt de la consommation du dioxygène et de la production d'ATP. Ce qu'on peut déduire que les conditions de production d'ATP sont la présence de pyruvate, la présence des enzymes spécifiques des productions d'ATP, la présence d'ADP plus PI et la présence de dioxygène. Ces trois-là, on peut bien sûr les tirer après ou d'après ces graphes. Par contre, la présence des enzymes spécifiques des productions d'ATP, alors là, ça provient bien sûr de nos connaissances. La deuxième expérience. 3 muscles de grenouille ont subi des stimulations électriques dans les conditions expérimentales suivantes. Le premier muscle n'a été soumis à aucun traitement témoin. Le deuxième est traité avec l'acide iodoacétique qui inhibe la glycolyse. Le muscle 3 a subi le même traitement que le deuxième muscle avec l'ajout d'un inhibiteur de l'enzyme phosphocréatine kinase qui catalyse la réaction présentée par le document numéro 2. Alors remarquez ici le document numéro 2. On a ici la phosphocréatine, parfois on l'écrit CP ou parfois on l'écrit PCR, plus ADP, donc CP plus ADP va donner l'ATP plus créatine C. Mais pour qu'il y ait cette réaction, il faut qu'il y ait une enzyme qu'on appelle la phosphocréatine kinase. Et on vous donne ici l'ajout d'un inhibiteur de cette enzyme. Donc la présence d'inhibiteur va arrêter cette réaction. Le tableau du document 3 résume la réponse des 3 muscles et les résultats de mesure des molécules d'ATP et de la phosphocréatine au niveau des muscles. À partir du document 2 et 3, comparez les résultats enregistrés pour le muscle 2 et le muscle 3 avec ceux du muscle 1. Donc on a vu ici que la présence de l'inhibiteur va arrêter cette réaction. Dans le tableau,
de document 3, qu'est-ce qu'on peut constater? Là, on a la réponse des muscles. Donc, contraction pendant 3 minutes, contraction pendant 3 minutes, contraction pendant quelques secondes. Le dosage d'ATP en milligrammes par gramme des muscles avant et après la contraction. Le dosage de la phosphocréatine avant et après. Donc, le muscle 1 et le muscle 2 et le muscle 3 ont presque le même dosage d'ATP avant les contractions. Mais après la contraction, le muscle 1 et le muscle 2, le dosage d'ATP reste constant. Mais pour le muscle 3, c'est 0. Donc il a été consommé, donc il a consommé l'ATP. Or l'ATP n'a pas été régénéré. Dosage de la phosphocréatine. Là, on constate qu'il reste constant dans le muscle qui n'a pas subi de traitement. Donc il y a régénération de la phosphocréatine. Par contre, dans le muscle numéro 2, où on a utilisé l'iodoacétique qui inhibe la glycolyse, on n'a pas ici, on n'a pas régénération de la phosphocréatine parce qu'il a été consommé. Et là, bien sûr, on a une régénération de la phosphocréatine. Donc ça, c'est la comparaison. Donc la comparaison des résultats obtenus entre les muscles 2 et 1 montre que enregistrement des contractions ou d'une contraction musculaire de même durée pour les deux muscles. Vous voyez les contractions de même durée. La quantité d'ATP reste inchangeable dans les deux muscles après la contraction musculaire. Diminution de la quantité de la phosphocréatine dans le muscle 2 alors qu'il ne change pas dans le muscle 1. Par comparaison des résultats obtenus entre les muscles 3 et 1 maintenant. 3 et 1. Enregistrement d'une concentration musculaire qui dure quelques secondes pour le muscle 3 et quelques minutes pour le muscle 1. Pour l'ATP, il y a épuisement. Vous voyez, il y a épuisement de l'ATP dans le muscle 3 après la contraction musculaire alors que sa quantité ne change pas pour le muscle 1. Après la contraction musculaire, la quantité de la phosphocréatine ne change pas dans les deux muscles. Donc ça, c'est la comparaison. Maintenant, on vous demande d'expliquer les résultats enregistrés pour le muscle 2 et le muscle 3 en mettant en évidence les réactions de renouvellement de l'ATP au niveau de la cellule musculaire. Or, on sait que les voies de régénération sont trois. Les voies anaérobiques, lactiques et allactiques, et la voie aérobique qui est bien sûr la respiration. Donc laquelle de ces voies on peut mettre en évidence? Pour le muscle numéro 2, parce que le muscle 1 n'a pas subi de traitement. Alors pour le muscle numéro 2, après l'inhibition de la glycolyse, le muscle régénère l'ATP par la voie de la phosphocréatine, ce qui explique la stabilité de la quantité d'ATP et la diminution de la quantité de la phosphocréatine après la contraction musculaire. Vous voyez, là on a une diminution de la concentration de la phosphocréatine et là bien sûr on a la constance de la quantité d'ATP. Donc l'ATP a été formé à partir de la phosphocréatine. Pour le muscle numéro 3, après inhibition de la glycolyse, on a inhibé la glycolyse, puis on a ajouté un inhibiteur de l'enzyme phosphocréatine kinase. Donc on a éliminé la glycolyse et on a éliminé la phase anaérobique allactique. Donc après inhibition de la glycolyse et de l'activité de la phosphocréatine kinase, la régénération de l'ATP à partir de la phosphocréatine et du glucose est bloquée. Donc le muscle consomme son stock d'ATP, ce qui explique l'épuisement et la stabilité de la quantité de la phosphocréatine. Donc là, bien sûr pour le muscle numéro 3, il a consommé totalement la quantité d'ATP, alors que son stock ou la concentration en phosphocréatine, elle reste stable. Les réactions de la régénération de l'ATP sont réaction de dégradation du glucose, respiration et fermentation, réaction de dégradation de la phosphocréatine. Alors, je vous laisse ici les trois examens concernant l'an 2021. Donc, les sessions 2021 pour la session normale. Donc, essayez de répondre à ces questions. Pour la session de rattrapage, toujours pour les SVT, et pour
la session de rattrapage pour les PC. J'espère que cette fois, vous allez être sérieux pour réaliser ou répondre à ces questions. Moi, je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo.